Salut, salut, salut tout le monde. On va parler de l'art des Ainu ce soir. Donc je vais commencer là dans une minute. À tout de suite. Allez, c'est parti pour ce petit live de présentation. Le live culture du mardi, pour le coup, c'est pas le live culture du lundi. C'est le live sur la culture Ainu. Donc la culture Ainu, c'est une culture bien particulière au Japon que vous allez découvrir tout de suite. Salut tout le monde. Ouais, c'est formidable, ça marche, c'est merveilleux. Donc je vous présente aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, que vous avez passé un bon mardi. C'est vrai que c'est généralement les points culture. Je vais baisser peut-être la lumière, là, je suis un petit peu blanc-bec. J'espère que vous avez passé un bon mardi. Nuance, putain, 4-5%. Soit je suis... Attendez, je vais mettre un petit peu de couleur, sinon on va dire, ok, qu'est-ce qu'il a comme tête? Un petit peu de chaleur. Un petit peu de chaleur dans la lumière, c'est mieux. Un bon mardi, parce que donc ce point culture, si vous tombez sur cette chaîne, sachez que le micro est capricieux. Ne pas toucher le micro. Voilà. Je dis, je ne répète pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais le micro est capricieux. Voilà. Je veux juste tourner le micro. C'est les joies du micro. En fait, il y a un faux contact dans le micro, faut que je contacte nos amis de Shure. Est-ce que ça ne va pas? Donc, quand je touche le micro, ça coupe. Donc je ne touche plus le micro. Bref, vous m'entendez bien, c'est le principal. Donc, le point culture, si vous ne connaissez pas de ce petit point que je fais, alors ça dure 45 minutes, ça peut durer 1 heure. 40-45 minutes en moyenne, c'est un point, on va dire un peu artistique, hein. Je peux dire un peu artistique, c'est un point artistique, mais je dirais c'est une sorte de mini-conférence que je fais où je présente des slides comme ça, sur des sujets artistiques liés à l'art du Japon, aux antiquités japonaises, à l'art coréen. Je vous présente vraiment soit un objet, soit l'art en général, histoire de vous donner déjà des cartes pour découvrir et pour comprendre aussi
ces différentes branches des arts japonais et coréens qui sont ma passion, c'est mon métier. Et donc c'est pour ça que j'en fais part via mes petites vidéos en live. Donc c'est le lundi ou le mardi, je fais ces points culture. Là, je vous invite à voir le planning pour les autres lives. Donc là aujourd'hui, je fais un point culture. Le replay sera disponible dans le... Il faut que j'active juste mon truc que j'avais pas activé. Sera disponible, donc normalement ça va marcher si je fais ça. Si je donne le modo, ça va le faire. Et normalement, voilà, c'est formidable. J'ai ma fenêtre qui s'ouvre. Vous avez le lien directement sur ma chaîne YouTube pour retrouver les replays en chat. Donc c'est parti pour l'Aïda et nous. Bien entendu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser ici, là, dans le chat. Sinon, sachez que, encore une fois, dans le replay ou dans YouTube ou sur X, Insta, etc., je suis disponible pour toutes les questions. Donc les Aïnous, qu'est-ce que c'est? Les Aïnous, c'est un peuple, déjà le peuple du nord du Japon. Vous connaissez peut-être pas, mais c'est en tout cas, c'est un des plus anciens peuples qui a habité sur l'archipel japonais. Je vous le refais pas, hein, le Japon, il est quand même une grande île, plusieurs, on va dire, c'est un archipel. Donc c'est le Japon a été en tout cas peuplé dès le début dans l'histoire par ces fameux Aïnous, Aïnous qui veut dire humain en Aïnou, ou on les appelle aussi Utari, U-T-A-R-I. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peuple autochtone vraiment du Japon. Donc c'est vraiment un peuple purement japonais. Maintenant, qui est concentré dans le nord du Japon, c'est notamment l'île d'Hokkaido. Il y a certaines parties aussi de la Russie et la fameuse île de Sakhalin, peut-être que j'en parlerai. L'île de Sakhalin, il y a des îles comme ça, c'est des territoires un petit peu particuliers qui sont entre la Russie et le Japon, entre la Corée et le Japon. C'est un petit peu tendu encore aujourd'hui sur ces lieux, sur certains de ces lieux. Bref, il faut comprendre donc que c'est un peuple qui est vraiment du nord du Japon, et c'est un peuple qui, en tout cas dans les chercheurs, dans l'histoire, c'est un peuple qui remonte à plus de 3000 ans. À peu près 3300, 3500 ans. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un peuple qui, au départ, de ce qu'on comprend, c'est que c'était pas un peuple qui était purement là au Japon, qui n'était pas sur l'île, à Hokkaido. C'est un peuple qui vient, encore une fois, a priori du nord, et qui est venu peupler le Japon, les îles Kuril, Sakhalin, la péninsule de Kamtchatka. Je vous laisserai regarder, c'est très particulier, c'est hyper intéressant. Là, je vais pas plus loin, moi, mon périmètre de lecture, c'est l'art. Tout ce qui va être, je dirais, histoire sociaux, voilà, ces parcours migratoires, c'est passionnant. Évidemment, je ne peux pas le résumer en une slide. Je vous invite vraiment à les regarder si ça vous intéresse. Sur l'histoire, il y a plein de livres là-dessus, sur l'histoire des Aïnous. Il y a des recherches encore aujourd'hui pour essayer de comprendre les origines de ce peuple, et surtout essayer de comprendre aussi en quoi les Aïnous ont nourri le peuple, entre guillemets, si je peux dire ça, le peuple japonais qu'on connaît aujourd'hui. Et est-ce que ce sont vraiment les ancêtres du Japon? Ça, c'est la grande question des Japonais. Voilà. Après, c'est... Pour moi, à mon point de vue, à moi, c'est que de toute façon, on est sur des transitions, des mouvements migratoires de population, comme ça a été le cas pour l'Occident, pour l'Europe. Je veux dire, nous, l'Europe s'est construite avec différentes nationalités, différents parcours. Donc, c'est ça qui est intéressant, en sachant que c'est quand même un peuple qui, depuis plus de 3000 ans, est là. Je vais peut-être baisser un petit peu les musiques. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est un peuple qui est encore présent aujourd'hui. Mais qui, vous inquiétez pas, je vais pas faire qu'un slide là-dessus, mais c'est juste que pour que vous puissiez comprendre le système, c'est pas comme les Indiens d'Amérique, mais il faut comprendre que c'est un peuple qui a été très rapidement, je vais pas mis de côté, mais comme toute population minoritaire, on va dire, dans des pays, très souvent, il y a le problème d'assimilation culturelle, ce fameux processus d'assimilation culturelle qui fait que je vais même pas dire on les accepte, on va plutôt les tolérer. Donc il y a toute une histoire là-dessus. Évidemment, encore une fois, moi-même, je ne suis pas calé dessus. Il y a des chercheurs, il y a des gens qui en sociaux, en histoire, et justement qui étudient tous ces parcours, et c'est l'étude de ce peuple Aïnou. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, je passe un peu de temps là-dessus, mais c'est juste pour bien comprendre que c'est un peuple qui existe encore aujourd'hui. C'est un peuple qui survit, qui est même reconnu aujourd'hui au Japon. Il y a eu cette grande phase où
ça a été compliqué sur des générations. C'est pour ça que d'ailleurs, ce que je mets en dessous, là, sur cette line, j'ai ma tête dessus, mais il y a une fourchette entre 25 et 200 000 personnes. Donc c'est quand même une très grosse fourchette. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de chiffrer, de dénombrer exactement les gens qui sont Aïnou, tout simplement parce que soit ils ne le savent pas, parce que leurs parents, grands-parents, on l'a caché, soit tout simplement parce que ils ont juste pas envie qu'on dise qu'on les stigmatise en tant que Aïnou. Donc c'est un vrai sujet de fond dans la société japonaise aujourd'hui, et en même temps ils sont mis en avant. Il y a des musées, les Aïnou, la culture Aïnou est présente dans les musées, même au Japon, et pas que, et c'est assez intéressant de voir ça. Voilà. Je ferme cette première grosse line, mais c'est important pour vous qui ne connaissiez peut-être pas, vous avez peut-être jamais entendu parler d'Aïnou, de quand on parle pas de japonais, si, le peuple Aïnou, c'est vraiment quelque chose de très fort au Japon, et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à regarder. Il y a des bouquins, il y a des vidéos sur toute l'histoire d'Aïnou, sur la recherche avec, encore une fois, les infos qu'on a aujourd'hui sur ce peuple, mais c'est très très intéressant. Je précise encore une fois, dans mes vidéos, je fais des vidéos qui sont sous le prisme de l'art. Moi, je suis historien de l'art, je suis pas sociologue, même si je m'intéresse à beaucoup de choses. Il y a des choses que c'est pas mon territoire de recherche, donc je vous invite vraiment à découvrir encore plus si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, parce que moi je trouve que c'est passionnant. En tout cas, ces peuples sont passionnants. Je vous ai mis ici 2 photos. Je peux trouver évidemment une plus ancienne, l'autre qui date du 20e, où le peuple, c'est important aussi de se dire que le peuple Aïnou, c'est un peuple qui est japonais. C'est-à-dire que on peut effectivement se dire, sur un point de vue trait, de faciès, que on a quand même des peuples, c'est un peuple qui vient peut-être de Russie, donc c'est vrai qu'en termes de traits, et c'est aussi valable pour nous Français, on a des traits qui sont différents, mais c'est vrai que le peuple du Nord a des traits marqués, plus effectivement qui se rapproche des peuples en Mandchourie. Donc ça, c'est aussi intéressant. Encore une fois, ça reste des mouvements, des transitions, des mouvements migratoires. Et ça, je trouve que c'est passionnant. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'art. Est-ce que cet art, et c'est en quelques slides, encore une fois, je ne vous fais pas 2 heures, on pourra en parler 2 heures, on pourra en faire plusieurs sujets d'ailleurs sur les Aïnou. Là, j'en fais vraiment un. Si vraiment vous souhaitez que je pousse, par exemple, l'étude des motifs, je vais en parler, le rapport de ces motifs, faire des choses un petit peu plus pointues, qui sont pour moi, dans le cadre plutôt de conférences que je fais dans la vraie vie, des rapports entre les motifs Aïnou et les motifs, par exemple, qu'on peut revoir dans l'artisanat, voire même russe, voire chinois. Il y a des choses qui se rapprochent. Ça, c'est plutôt l'objet de conférence. Là, je veux vraiment rester accessible, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ici en chat, en commentaire sur les vidéos. Je fais vraiment un grand plaisir pour essayer d'y répondre. L'artisanat traditionnel, donc encore une fois, prisme art, artisanat. Les Aïnou, c'est réputé, en tout cas c'est un peuple qui a été très réputé pour être habile sur les matériaux qui sont les matériaux naturels. Donc les Aïnou, l'artisanat Aïnou, c'est du tissu, les fibres végétales pour le tissu, c'est le bois, ce sont les écorces de bois. Vraiment, on est vraiment sur le travail de matériaux bruts. Il y a aussi des bijoux qui ont été confectionnés, qu'on a pu retrouver, et qu'encore une fois on retrouve encore aujourd'hui même. Et pour ça, vous avez donc plusieurs lieux au Japon qui existent. Vous avez des musées, notamment des musées d'art décoratif qui présentent la culture Aïnou. Vous avez ici par exemple le centre culturel Aïnou d'Hokkaido. Donc si vous allez au Japon, évidemment, 90% des gens vont visiter Tokyo, Kyoto jusqu'à Hiroshima. Ce qui est donc Honshu, ce qui est bien, c'est aussi d'aller voir d'autres régions. Évidemment, ça prend du temps, mais il faut y aller. Et à Hokkaido, donc, on a un musée qui est dédié notamment à la culture Aïnou. Je vous ai mis une photo, je vous ai mis un lien. Vous avez un site qui s'appelle japan.travel. Sur japan.travel, mettez Aïnou, vous avez tout un truc. Aïnou, cool. Salut Massilien, comment ça va? Je viens de commencer, donc tu vas pas trop rater. Voilà. En fait, j'avais un petit souci alors, j'ai mon micro. Si je ne touche pas le micro, tout va bien. Si je touche le micro, donc il va falloir que je contacte nos amis là,
parce que ça ne va pas. Bref, j'espère en tout cas que toi ça va bien. Le retour du micro hanté, exactement. Et franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est c'est les vacances? Ah, je vois qu'on est bien. Eh bien écoute, profite. Tu prends combien? Tu prends la semaine ou tu prends un peu plus? Tu vas partir peut-être? Bon, si tu pars, de toute façon, je sais que tu es mon fan number one, donc de toute façon, je sais que tu auras même les notifs sur ton téléphone. Mais c'est cool, c'est des vacances, ça fait du bien. T'es en décalé, c'est cool. Bon, je te laisse me faire la petite réponse, je suis un petit peu en décalé. Ce que je disais juste, c'est au niveau des Ainu, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est un peuple qui est petite précision pour toi. Je rappelais juste que sur la petite histoire des Ainu, sans rentrer dans le détail, parce que évidemment, on peut pas le résumer comme je dis, on peut pas résumer l'Ainu en une slide, hein, le peuple Ainu en une slide. La deuxième semaine de congé, travaux à la maison. Cool. Écoute, bon courage pour les travaux. Ça va, c'est après la tempête. Théoriquement, le timing est bon. Je dis ça, mais peut-être il faut que j'aille vérifier le zinc de mon toit avec le vent. Je suis pas sûr que le zinc soit resté en place. Bref, donc juste par rapport aux Ainu, j'expliquais juste qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'Ainu, c'est un peuple qui est vraiment méconnu, et qui est méconnu, bon, évidemment, nous, en tant qu'occidentaux, si on n'a jamais vraiment entendu parler, on s'est vraiment pas vraiment intéressé sur l'histoire du peuple japonais. Pour nous, tout ça, c'est très très flou. J'ai expliqué juste dans ces slides qu'il y avait eu quand même un processus d'assimilation culturelle qui fait que le peuple Ainu, même s'il y a eu une grosse phase où ils ont été vraiment mis à l'écart, beaucoup ont dissimulé leur origine Ainu. Aujourd'hui, on a quand même des musées qui mettent en tout cas l'art et l'artisanat Ainu à l'honneur, notamment ce dont je parlais à l'instant, le musée d'Hokkaido, donc au nord du Japon, qui est un musée dédié vraiment à la culture Ainu, qui en termes d'artisanat, on va le voir là, c'est vraiment très focus sur les matériaux naturels, les écorces, le bois, les fibres pour le tissu. C'est vraiment ça en termes de travaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur de l'artisanat comme on pourrait voir sur d'autres cultures. On a d'ailleurs très peu de céramique, voire, si je dis pas de bêtises, pas du tout. Mais ça, c'est à creuser. Pas du tout, en tout cas moi, j'en vois très peu. Compliqué, ils ont du mal à se revendiquer. Oui, ils sont tolérés. Alors, c'est ça qui est assez... Enfin, pour moi, c'est un peu la même histoire, s'il ne faut pas comparer, et je pense que je ne suis pas capable d'ailleurs de comparer, mais on se rapproche quand même des Indiens d'Amérique, pas au Canada, mais aux États-Unis, où on leur laisse une place. Au Canada, c'est un truc d'ailleurs j'ai envie aussi d'y retourner pour bien comprendre. C'est vrai qu'au Canada, au Québec, où on entend bien parler, il y a le musée, on met en avant, il y a des villes, il y a des villages, on essaye de vraiment mettre en avant ces cultures. C'est vrai qu'au Japon, c'est vrai que c'est quand même, faut se dire aussi que c'est quand même sur Hokkaido. Donc le Japon, même si on dit que c'est une île, ça reste quand même un archipel. Hokkaido, c'est pas Honshu. Les gens qui sont à Hiroshima ou qui sont à Sapporo, ils sont pas tous forcément allés à Hokkaido, donc il y a aussi ce côté-là. Quoi qu'il en soit, même si je pense qu'il y a effectivement de la discrimination, est-ce que c'est de la méconnaissance? Encore une fois, j'ai pas les clés pour le dire. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu quand même des centres culturels, des musées, ils sont mis en avant dans les musées. En tout cas, ils sont présents. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus. Et ils sont présents pas que dans un musée, ils sont présents au musée national de Tokyo, ils sont présents au musée d'Hokkaido, dans les musées liés aux arts décoratifs. On a toujours une présence Ainu. Voilà. Ça, c'est ce que je peux... en tout cas, c'est ce que je peux dire. De toute façon, je pense que l'Ainu, hein, c'est un sujet, j'en parlera, on en reparlera, on y reviendra, comme je disais, avant que tu arrives. Je peux aussi faire des conférences, mais je réserve plutôt ce sujet à des conférences qui sont des conférences dans la vraie vie, IRL, sur des sujets, par exemple, de rapport entre les motifs Ainu et les motifs russes, les rapprochements qu'on pourrait faire. Tout à l'heure, je parlais de Mandchourie, mais des rapprochements qu'on peut faire avec la Chine. Ça, c'est des sujets qui sont un peu plus pointus. C'est pas des choses que je traiterai là en vidéo, sauf si
si vraiment on me le demande. Voilà, je ferme aussi la parenthèse sur la manière dont je traite ce sujet-là. C'est vraiment pareil, un pied, une découverte des arts Aïnou. Ce qu'il faut retenir dans l'artisanat et l'art Aïnou, c'est surtout la clé, c'est les motifs. C'est-à-dire que les motifs sont des motifs symboliques qu'on retrouve partout, sur les vêtements, dans les objets, des motifs qui sont liés aux significations culturelles, spirituelles. J'ai mis ici un ensemble de motifs qui se retrouvent partout. Donc on voit que c'est quand même très typé floral, des relations aux animaux. Il y a aussi des histoires d'animaux totems. Je rentre pas dans toutes ces histoires, encore une fois c'est difficilement de le résumer en 40 minutes, hein. Mais je pourrais peut-être un peu plus rentrer sur les histoires d'animaux totems, les symboles, les grandes légendes Aïnou. Ça on fera un truc là-dessus. Mais il faut bien comprendre qu'en termes d'artisanat, on est sur des motifs qui sont, même si ça fait référence à la faune, au dessin, il y a beaucoup aussi des dessins de vagues notamment. Ou la spiritualité, en termes de symboles, ils sont pas. On remarque que ce sont pas des. Les ours sont pas dessinés, par exemple. Les vagues, l'air, le vent, on va pas essayer de le dessiner, on va pas essayer de le tisser. On est tout de suite sur des symboles qui sont des symboles très géométriques. Et ça, c'est quelque chose qui est très marquant, je trouve, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures, où on est sur, même sur ces peuples encore aujourd'hui, sur des motifs, encore une fois, géométriques. Sur des cultures, les sculptures, pardon, on va avoir des sculptures, on va le voir, en bois qui sont plus de la forme de l'animal, du l'ours ou autre, ce qu'on retrouve aussi chez les Indiens d'Amérique. Mais je dirais que la particularité d'Aïnou, c'est que on est vraiment sur un design avec aussi un travail sur la symétrie. Ça, c'est aussi très marquant dans en tout cas l'approche esthétique et d'un point de vue vraiment symbole et esthétique des Aïnou. Moi, évidemment, ça me fait penser au monde, aux emblèmes qui ont été utilisés ensuite par les clans, donc là il y a des rapprochements. La petite vague là, qui est là, ça me fait vraiment penser au tomoe, le symbole, ça je ferai un truc là-dessus sur le tomoe, le symbole japonais number one. Bon voilà, il y a des choses qui sont, en tout cas dans les motifs, purement japonais. Ce qui est aussi typique je dirais, dans le design Aïnou, c'est toujours ces petites pointes. Donc on a toujours des choses, des boucles, des rosaces, mais toujours des pointes. Et ça c'est aussi très, très intéressant en termes de marque, de fabrique, qui, pour ceux qui connaissent, se rapproche aussi des éléments décoratifs qu'on retrouve par exemple en Océanie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vraiment sur ces territoires, on retrouve aussi des motifs qui sont ce type-là. Donc c'est vraiment passionnant. Vraiment, le Aïnou, quand on tombe dedans, moi je commence à mieux connaître tout ce qui va être notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai un vrai coup de cœur. Mais voilà, l'art tiki, etc. Il y a des rapprochements, et ça c'est intéressant. Après, pour pouvoir faire des rapprochements, il faut avoir les billes, les cartes en main pour pouvoir se permettre de dire on fait des rapprochements. Et on dit, est-ce que c'est de l'inspiration? Est-ce que c'est des peuples qui ont transité d'île en île? C'est toujours la grande question. On a un site qui est intéressant. Mais oui, c'est fou. mais oui. Faudrait que je te montre en vidéo. Je sais pas si je pourrais le montrer en vidéo. En fait, je suis un grand amoureux de tout ça. Et j'essaie de me faire une petite collection de choses que je trouve. Et j'ai un costume de Papouasie, notamment, en fibre. C'est incroyable. Le travail de fibre qu'on retrouve d'ailleurs chez les Aïnou, c'est vraiment quelque chose que nous, on connaît pas, ou qu'on va ranger. Certaines populations, on va essayer de ranger ces arts-là, comme l'art Aïnou, dans les cultures plutôt primitives. Et en fait, pas du tout. Il y a des choses qui sont folles. Je pourrais en présenter, hein. C'est vrai que sur cette chaîne, Koge-san, j'ai envie d'ouvrir sur d'autres choses aussi. Donc, peut-être qu'on parlera un petit peu de Papouasie. Un de ces quatre. Là, un site qui est sympa, c'est japanesegarden.org, sur lequel j'ai trouvé, parce qu'il y a des très belles photos de ce musée là, à Hokkaido, qui donne aussi des idées sur les différents tissus qui existent. Moi, en termes, en tout cas, d'historien de l'art et personne qui travaille quand même dans l'art japonais, je me suis demandé si on pouvait faire un rapprochement avec l'art Mingai, le mouvement Mingai que j'avais présenté, que je représenterai évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, le mouvement Mingai, c'est un des grands mouvements dans l'art japonais, qu'on va traduire notamment par l'art populaire, à différencier du Koge, qui est plutôt l'artisanat
d'art, plutôt des matériaux luxueux. On va dire que le Mingei, ça a été créé notamment par Yanagi Soetsu, qui est un philosophe, artiste, chercheur du XXe, qui met en lumière l'artisanat populaire très proche de la nature, etc. Donc le Mingei, c'est très proche de l'art Ainu. Est-ce que l'un a influencé l'autre? Bref, probablement. Est-ce que le Mingei a nourri l'art Ainu plutôt 20e? Probablement aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est juste que pour moi, il y a un vrai rapprochement en l'artisanat Mingei. Je vous laisserai les regarder. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez voir aussi le replay Mingei sur YouTube. Et les Ainu. Pourquoi? Parce qu'il y a ces 3 thèmes que je vous ai mis en gras. Un, le concept de beauté fonctionnelle. Il faut qu'on ait un objet qui soit beau, mais surtout utile. Et c'est pas parce qu'il est utile, pratique, qu'il doit être moche. Donc c'est vraiment... Et quand je dis beauté, ça peut être très simple. Mais je veux dire, c'est un objet va prendre plaisir à regarder. C'est le premier point. Les matériaux naturels, notamment le bois, et évidemment les symboles qui sont notamment des symboles naturels, du moins ancrant, qui vont ancrer la nature dans l'objet et qui vont marquer le lien entre l'homme et la nature. Voilà, ça c'est Mingei, et c'est des choses qu'on retrouve vraiment dans l'art Ainu, clairement. L'artisanat, l'art Ainu number one qu'il faut retenir, c'est le tissage. Si vous avez un truc à retenir dans, je vous ai remis ici les motifs, dans l'art Ainu, c'est quoi? Majoritairement, en tout cas, ce qu'on retient, nous, et d'ailleurs ce qui est remontré quand on les voit en photo, je vous remontrerai une autre photo après, c'est clairement les tissages. Ce sont les tissus, notamment des robes en coton qui s'appellent Chiukaukapu, qui sont les robes portées par les Ainu. On ne parle pas de kimono, attention, qui sont donc des robes qui sont faites, donc on est sur de la fibre naturelle, qui est tissée, toujours tissée. Ça c'est aussi important, on n'est pas sur de l'impression, on n'est pas sur des techniques de coloration de tissu qu'on peut avoir traditionnelles japonaises, qu'on peut retrouver notamment sur les kimonos, yukata et autres. Non, là on est vraiment sur du tissage pur et dur, du tissage sur lequel on va retrouver les fameux éléments géométriques, symboles que je vous ai présentés juste avant. Oui, je vais faire une petite photo, une petite image après. Mais je pense que je vais réserver ce sujet tatouage après. Je pense que je ferai un sujet tatouage. Je vais montrer une petite photo, effectivement. Mais ça, c'est intéressant. Et ça, pour moi, effectivement, les symboles de tatou qui se retrouvent sont les mêmes symboles qu'on a dans le tissage. Ce sont des symboles qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est assez marrant de retrouver quand même ces symboles. Même là, je parlais des Indiens d'Amérique. Il y a des choses. Franchement, il y a des choses. On est quand même pas à côté, et pourtant il y a des choses en termes de tracé très intéressant. En tout cas, ce que je peux dire, c'est au niveau des tissus et des motifs, c'est les motifs que je vous montrais en haut. On retrouve souvent, encore une fois, des motifs géométriques, souvent des tourbillons, des choses avec des petites pointes là, des motifs symboliques qui représentent encore une fois la nature, la connexion des Ainu avec leur environnement, la spiritualité. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail, dans toutes les croyances Ainu, etc. Je pourrais faire un sujet là-dessus encore une fois. L'idée, c'est de vous donner déjà les clés pour comprendre c'est quoi le culture Ainu, qu'est-ce qu'ils font en termes de tissage. Je pense que je ferai une autre vidéo sur notamment les symboliques Ainu, notamment les symboliques plutôt liées aussi à la spiritualité, pour comprendre un petit peu plus ce lien et évidemment faire des rapprochements avec peut-être les légendes comme on a évoqué et on va réévoquer jeudi, notamment les yokai. Je vous ai mis ici 2 autres exemples de robes, donc vous voyez on est toujours sur un concept de symétrie, toujours avec cet assemblage je dirais de motifs très très géométriques. Donc les robes que vous voyez ici, on appelle ça des RUNP, RUNP, PE, qui sont donc des robes portées, voilà, et qui sont typiques, clairement typiques de l'artisanat Ainu. Comme je disais, on est sur des choses qui sont tissées et brodées. On n'est pas du tout sur de l'impression, on n'est pas du tout sur des systèmes de décoloration ou autre. Et vous voyez, c'est toujours très symétrique sur le dos avec quelques motifs évidemment reprises sur le dos. Je vous montre ici une vidéo avec la bonne grosse pub qui va bien. Attendez, paf, on va skipper ads. Que c'est pas trop gros, pour vous montrer les techniques juste de tissage que je trouvais intéressant, parce que c'est vrai que quand on parle de tissage, broderie et autres,
on a du mal à se rendre compte, enfin je trouve. Donc tous les petits motifs que vous voyez, tous les grands motifs que vous voyez sont faits comme ça, à la mano. Donc il n'y a pas de machine, c'est pas fait à la machine. Et les symboles géométriques que je vous montrais juste avant, et ben finalement vous avez des règles de tissage pour chacun de ces symboles géométriques. Une manière en tout cas de faire un ordre pour passer les fils, pour tisser. Et ça je trouve que c'est assez intéressant puisque le tissage dans l'art Aïnou, je sais pas si j'ai un plan, voilà, pour vous montrer ici, avec une attention toute particulière sur les fameuses pics, les fameux pics dans le motif, ils vont être faits voilà, en petites pointes, comme on peut voir ici par exemple, juste en tissant. Et ça c'est assez intéressant de comprendre aussi que le motif qu'on voit, eh ben, il est fortement lié évidemment à la manière aussi dont ça a été tissé. Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Autre pan artistique qui est marquant, en tout cas pour l'Aïnou, moins que le tissu, parce que le tissu, on le voit partout, c'est la sculpture. Sculpture, notamment sculpture sur bois, qui se distingue notamment de ce qu'on peut voir dans l'art traditionnel japonais, même, je parlais du Mengei tout à l'heure, puisque là, on est beaucoup sur de la sculpture animale, beaucoup sur la sculpture de mythes de grandes légendes, comme ici Poro Tokotan, qui est un grand maître, j'ai peut-être un truc là-dessus sur lui, ça c'est une sculpture qui fait 16 mètres de haut. Donc, et puis ces petits personnages Aïnou, ce peuple Aïnou, donc vous voyez, on est sur quelque chose qui est quand même très brut. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait penser justement aux sculptures, un peu l'art traditionnel, même canadien ou du Nord-Canada. Donc, c'est assez marquant. Donc, c'est très brut, c'est très figuratif. Et pour le coup, à la différence du tissu, on remarque que dans les sculptures, on n'a pas d'éléments, par exemple, de plaques qui seraient juste sculptés de motifs. Les motifs, eux, ne sont pas présents. L'ours, il n'a pas les fameux motifs. On va retrouver par contre ces fameux motifs stylisés vraiment d'une certaine manière sur les sculptures avec des humains habillés. Et là, on va retrouver les motifs sur les habits. Et ça, c'est aussi très marquant. C'est-à-dire que, alors que sur le tissu, le symbole, il est vraiment au cœur du truc, quand c'est de la sculpture sur bois, on va représenter déjà quelque chose. Et on va peut-être associer à côté, ça veut dire que le symbole passe complètement au second plan. Et ça, c'est assez marrant, en tout cas sur la sculpture en bois, qui est vraiment, encore une fois, que du bois. On n'a pas de céramique ou autre. La photo est un petit peu pixelisée. Je suis désolé, j'ai essayé de chercher la photo plus claire, mais j'ai pas eu mieux. Ça, c'est un plastique. Les bâtons de prière. Les bâtons de prière Ekupasui qui représentent, c'est vraiment très rare, c'est pour ça que je cherchais en fait un élément en bois sculpté sur lequel on retrouvait les fameux symboles que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, on a des symboles qu'on retrouve ici, les petites vagues, et là, en l'occurrence, il représente à la fois le dieu des montagnes, malheureusement, quand j'ai pas plus de photos, on voit l'ours, qui est très souvent représenté. Pareil, l'ours, c'est un élément clé dans la culture Aïnou. J'en fais pas plus de slides ici, mais si vous voulez regarder, le Kamui, c'est vraiment l'ours avec un Y dans la sculpture Aïnou, et vous le retrouvez vraiment sculpté sous toutes les sauces. Et vous avez aussi le dieu saumon. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que sur certaines pièces, on va appliquer certaines symboliques, mais ça reste quand même très très rare. En tout cas aujourd'hui, sur les pièces qui nous restent, on n'en a vraiment pas beaucoup. Autre sculpture importante, évidemment, c'est les masques cérémoniels. Je vous ai mis une vidéo là, je vais vous montrer rapidement la vidéo. Je la mettrai de toute façon en lien de la description de ma vidéo à moi, pour que vous puissiez la voir. Pourquoi je me suis arrêté juste sur cette image-là? Parce que vous voyez les masques, ça vous fait penser, si vous regardez effectivement les autres cultures, on parle d'Indiens, d'Amérique, on parle d'îles de Papouasie et autres. Bon, voilà, on est quand même très très proche au niveau des masques, et je trouve que c'est dingue d'avoir un aussi grand rapprochement. Mais vous avez aussi des masques qui sont plutôt proches des sculptures que je viens tout juste de vous présenter. L'ours ici, ou l'homme Aïnou en masque de bois, ce qui se font aussi. Donc on est sur vraiment des choses très différentes, et pourtant des choses qui dans leur traitement sont très, très brutes, et ça c'est aussi typique de l'art Aïnou. Ça c'est vraiment une très belle vidéo d'un musée Aïnou. Alors là je vais
un peu pixelisé cette vidéo. Juste pour que vous puissiez voir, je vais passer rapidement, je vais vous mettre le lien, c'est plus simple, qui montre vraiment toutes les pièces de ce Nibutani Ainu Museum, qui est un musée magnifique. Voilà, les quelques pièces qu'on a sont là, des pièces sculptées avec les symboles. Voilà, vous retrouvez les symboles sur le bois. L'ours est vraiment partout. Mais je trouve que cette vidéo donne une bonne idée. Je vais passer de ça, bon, parce qu'il n'y a pas d'époque, mais on a aussi des plateaux en bois. Et vous voyez, on reprend toujours ces fameux symboles. C'est le tomoe, les symboles géométriques qu'on retrouve sur le tissu, évidemment, là, gravés sur le bois. Donc il y a des choses qui sont très fines, hein, comme ici, comme ce plat qu'on peut voir ici. Et puis on a des choses qui sont plus brutes, comme les fameux masques qu'on a à gauche. Donc c'est pour ça que la culture Ainu, elle se résume pas à juste les fameux tissus. Et puis on a aussi des bijoux qui ont été faits, qui sont des bijoux très traditionnels Ainu, mais d'un point de vue créatif, ouais, on n'est pas dans ce on pourrait imaginer quand on parle de bijoux japonais. Je vais vous mettre cette vidéo qui, je trouve, est très intéressante et qui permet de voir justement. Je crois qu'il y a un monsieur. Tic. Non, voilà, c'était ça aussi que je voulais vous montrer. Ah merde, c'est un peu flou. Non, je crois que c'était le plan, c'était justement. Ah merde. Tant pis, c'est flou. Puisque ce musée a aussi une boutique, puisque c'est comme ce qu'on peut avoir au Canada, au Québec. Les boutiques mettent en avant l'artisanat local et l'artisanat Ainu local. Donc si vous allez justement à ce musée de Nibutani, vous allez au musée Ainu à Hokkaido, c'est aussi l'occasion de soutenir aussi ces peuples qui en ont besoin, notamment pour évidemment faire vivre toujours cet artisanat sur le long terme. Donc vous voyez les techniques de gravure, je pourrais vous mettre ça aussi, le lien vers cette vidéo de technique de gravure. C'est très fin et je trouve que c'est un artisanat qui devrait être encore plus connu parce que c'est vraiment très très beau. Voilà. J'avance aussi sur... Petit focus, parce que là c'est moins mon périmètre, mais je voulais quand même en parler, sur, pour ça je vais mettre en stand-by la musique, sur la danse, évidemment la musique et la danse Ainu. On a pour ces spectacles des instruments qui sont évidemment créés, instruments en bois, où on a aussi une guimbarde, le mokoli qui est une guimbarde, on a un luth. Donc c'est hyper intéressant de creuser aussi cette partie-là. Évidemment là, dans le cadre de cette vidéo, compliqué de parler de la musique. Chacune de ces slides, il faudrait les diviser en vidéo. Et encore une fois, si ça vous intéresse, avec grand plaisir pour aller plus loin sur chacune de ces pans. Mais c'est vrai que la musique et les danses traditionnelles Ainu sont aussi, je trouve, marquantes et à découvrir. Je vais vous mettre ici alors, la vidéo, la pub. Ça dure pas longtemps. Donc je vais pas être ban par notre ami Twitch. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Est-ce que le son passe? Bon, je regarde, j'augmente le son. Je mets un son un peu plus fort. Donc on est vraiment sur des danses qui sont, qu'on va qualifier de tribales, hein, mais qui sont vraiment des danses spirituelles, qui sont pour moi à certains moments des danses avec des chants qui deviennent des chants qui ont pour vocation aussi de se connecter à la nature, à la spiritualité. On se rapproche du chamanisme, hein. Donc très intéressant à regarder. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse aussi, pour l'avoir un petit peu plus en détail. Moi, je vais passer. Mais vous voyez, c'est souvent des chants répétés, on est sur une boucle. Et moi, je trouve que ce qui est bien, c'est que ces chants et danses folkloriques sont encore mis en avant aujourd'hui. Donc évidemment, quand vous êtes à Hokkaido, vous aurez plus l'occasion de prendre connaissance de ces chants, mais je trouve que c'est vraiment intéressant en tout cas à découvrir et
qui donne pour moi une autre, pardon, je sais pas où j'en suis dans mes slides là, qui pour moi donne une autre vision de l'art japonais. Et c'est pour ça que je voulais parler des Ainu. Un point aussi pour terminer, ça c'est un point sur la calligraphie Ainu. La calligraphie Ainu, là aussi elle est assez intéressante, je vous ai mis un truc particulier en dessous pour en parler. Calligraphie Ainu, évidemment c'est quelque chose qui est moins connu parce que évidemment aujourd'hui on avait moins d'écrits et puis bien sûr les Ainu aujourd'hui sont japonais, donc on parle japonais et on écrit avec des kana, hiragana, katakana. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a aussi joué progressivement et les Ainu ont utilisé progressivement l'écriture japonaise que nous on connaît et va l'associer à ses motifs. Donc ce que je trouve intéressant dans le travail calligraphique et dans l'art aujourd'hui calligraphique Ainu, donc vraiment dans l'art d'aujourd'hui, on va aller associer les motifs qui reprennent, comme je mettais, les animaux, les plantes, les paysages, etc., les différents symboles, les associer au kana, et je trouve que le travail que je vous ai mis ici, je trouve, mais c'est génial, et c'est une approche des kanas, que vous devez connaître si vous faites un petit peu de japonais, vous voyez, yu, nu, te, etc., en forme Ainu. Donc ça, je trouve que c'est génial. Et là, aujourd'hui, on retrouve ces symboles-là, ces écrits, ou popoi, qui veut dire chantons ensemble, qui va être calligraphié, qui peut être repris sur les tissus, qui peut être gravé. Et je trouve que ça, c'est génial. C'est vraiment une manière de, je dirais, de faire vivre, continuer à faire vivre cette vie, ce style Ainu dans la calligraphie japonaise d'aujourd'hui. Ça, c'est vraiment passionnant. Il y a des bouquins là-dessus, si ça vous intéresse, pour aller regarder un petit peu plus loin la calligraphie Ainu. Faut se dire aussi, au départ, on est quand même sur des langues qui sont, en tout cas, le Ainu, beaucoup d'échanges plutôt oraux. Juste petit topo, une slide sur le tatouage. Pourquoi le tatouage? Je veux juste vous montrer une autre fenêtre que je vais ouvrir à côté. Le tatouage Ainu, là, idem, on est dans quelque chose qui reprend les mêmes motifs. Je ferai une vidéo là-dessus spécifique sur le tatou Ainu. J'ai pas voulu plus en parler ici. Je vais vous montrer des photos. Tac. De femmes Ainu. Et encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus sur le tatou. Attendez, je vous ai juste perdu. Tac. Vous avez le tatouage, c'est un autre élément très 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 marquant dans cette culture Ainu. Ouais, on a deux choses. On a le tatou des lèvres, moi qui me fait penser aussi au tatouage dans d'autres cultures. Dans le tatouage, évidemment, dans tout ce qu'on est, dans toutes les îles d'Océanie, on a le tatouage des lèvres. Moi, je le rapproche aussi du tatouage berbère. Donc, c'est hyper intéressant. Après, il y a encore une fois des rapprochements qui se font. Mais le tatouage des lèvres, effectivement, c'est un des traits du tatou Ainu. Je vais juste vous remettre cette photo. Voilà, je trouve que cette photo, elle est vraiment sympa. Je ferai une vidéo là-dessus pour parler du tatouage. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que je veux vraiment parler du tatouage japonais comme on connaît aujourd'hui, des techniques, le hirizumi, etc. Et un focus sur le tatouage dans cette culture Ainu. On a ce que je peux juste dire par rapport à ce que je disais juste avant. Ce que je peux juste dire sur ce que je disais. Vous m'avez compris. On est sur des tatous qui reprennent notamment les symboles qu'on retrouve aussi dans le tissu. Des symboles très larges. On n'est pas sur du petit tatou. On est sur des symboles géométriques, toujours dans un rapport de connexion entre l'homme et la nature. Évidemment, une dose de spiritualité. C'est passionnant, c'est un monde, c'est un art à part. Je voulais pas juste couper en parlant là sur deux slides. Voilà, je prévois ce sujet prochainement, mais en tout cas, sachez que je crois que c'est cette belle photo de femme Ainu tatouée. C'est vraiment un truc, le tatouage Ainu, c'est vraiment un truc qui vient vraiment en complément, je dirais, de ce que je peux vous présenter d'un point de vue artisanal. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir. Ça, je ferai
évidemment, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, je ferai pas de focus sur le tatouage. Hein. Mais le tatouage japonais, dont le tatou Ainu, je ferai une vidéo en particulier là-dessus. Voilà pour cette vidéo sur le peuple Ainu. J'avais quand même terminé sur cette petite image. Je voulais trouver cette petite image en meilleure qualité, mais je pense que c'est une image qui date un peu, qui a été scannée. C'est pour ça qu'elle est un petit peu mauvaise qualité. Mais pourquoi je voulais vous montrer ça? C'est parce qu'on a 3 générations de femmes ici, Ainu, et je voulais terminer là-dessus. Entre évidemment les plus anciennes, les mamans, et la nouvelle génération Ainu. Bah oui, culture avec un K, Kogei. Je sais écrire culture hein, quand même. Non, je précise. Bah oui, bah écoute, top. C'est cool. Après, c'est vrai que les sujets, j'essaye vraiment de faire des sujets, comme je dis souvent sur ce type de sujet-là, donner envie d'aller découvrir. C'est un premier pas. Bien entendu, on ne peut pas résumer en 45 minutes l'artisanat, toute une culture artistique. Maintenant, l'idée, c'est de peut-être d'aller pousser plus loin. Moi, j'ai envie en tout cas de pousser évidemment sur le tatou et de plus parler du tatou Ainu à ce moment-là, dans le tatouage japonais. Juste pour terminer sur l'Ainu, je voulais juste vraiment finir sur cette photo, parce que cette photo, moi, elle m'a vraiment marqué tout de suite, parce que je trouve que cette 3e génération, elle est là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Ainu, ils sont présents au Japon. Alors, certes, ils sont japonais, mais ils sont Ainu. Et le maintien de ces cultures, c'est vraiment important, et c'est pour ça que je voulais en parler. Je pense faire une conférence de toute façon sur 2024 sur les Ainu, vraiment montrer plusieurs Ainu, parce que je trouve que ces cultures doivent continuer à vivre. Ces cultures leur artisanat doit continuer à vivre. Déjà qu'on voit que déjà sur l'artisanat japonais, des choses qui se perdent. Là, les Ainu, c'est compliqué. Donc c'est vrai que si vous allez au Japon, si vous allez voir des musées d'art populaire, des musées Ainu, et ben vous soutenez aussi ces cultures, et ça vous permet aussi d'en parler derrière et de découvrir des choses qui sont aussi différentes hein, de l'art et de l'artisanat japonais, comme on peut l'entendre avec notre regard nous d'occidental, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut en tout cas connaître et découvrir. 3e lien que je vous mettrai dans la description, c'est le lien vers la MCJP. Je ne peux pas cliquer ici, qui est un lien avec qui vous parlait, parce qu'il y avait eu un dossier de la bibliothèque de la Maison de la Culture du Japon sur les Ainu, et vous avez plein de liens vers des recherches. Je crois qu'il y a certains liens qui sont inactifs, mais vous avez plein de liens actifs sur les Ainu. Si ça vous intéresse, ça vous donne aussi une bonne base pour découvrir un peu plus ce peuple. Et bien entendu, vous avez des bouquins en veux-tu, en voilà sur ces cultures. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu Massilia, ce petit point Ainu. L'idée c'était de faire un panorama, encore une fois, des arts Ainu, de parler de cette culture qu'on connaît peu en France. Et puis j'espère pouvoir peut-être présenter de l'artisanat Ainu, de l'art Ainu en France. En tout cas, si ça vous intéresse, dites-le, parce que plus j'ai de monde qui va être intéressé pour voir de l'artisanat Ainu, plus on sera en mesure aussi de contacter aussi les musées, les associations sur place pour éventuellement faire des choses ici. Il y a un petit mais oui. Et c'est assez dingue d'ailleurs, merci pour ton commentaire. Et c'est assez dingue d'ailleurs que la Corée, quand moi j'avais eu des cours de civilisation coréenne, c'est très touchy en fait, hein. Le sujet sur les civilisations originaires en tout cas originales de la Corée, c'est très touchy, touchy dans le sens où il y a quand même de grandes chances qu'on soit sur des transitions des peuples migratoires qui viennent de Chine, qui viennent de Mandchourie, et qui ont nourri ces peuples. Donc c'est le sujet, je me souviens, hein, la prof coréenne c'est vraiment un sujet très flou, on n'en parlait pas trop. Mais quand on rapproche ces peuples, les peuples aussi coréens, quand on les rapproche des Ainu, quand on fait des rapprochements, je dirais, entre ces peuples qui sont des peuples qui ont été un peu mis sous cloche, même pas un peu, y a des très très grandes similarités. Je ferai un topo sur la Corée. C'est vrai qu'à la différence du Japon, la Corée va moins en parler. Je pense, et ça c'est mon avis à moi, du fait évidemment du rapprochement
plus grande proximité avec aussi la Chine. On n'est pas sur une île. Le Japon, on n'est pas du tout sur les mêmes histoires. C'est vrai que le Japon a poussé, un peu encore une fois à la manière du Canada et de l'Amérique du Nord, pour les Indiens, même si c'est pas du tout les mêmes histoires, il y a quand même une valorisation de ces peuples aujourd'hui. Voilà. La Corée, on marche quand même sur des œufs encore, hein, sur ces peuples. Et puis, évidemment, Corée du Nord, Corée du Sud, ça facilite pas. Bref. Merci en tout cas de m'avoir suivi. Si parmi les gens qui me regardent, si vous êtes sociologue, chercheur en sociaux sur ces peuples, ou vous avez des sources à me et à nous transmettre, n'hésitez pas à me faire des messages, parce que personnellement ça m'intéresse beaucoup. Moi, encore une fois, je suis historien de l'art, je suis pas sociologue. Et j'essaye de me nourrir au maximum de recherches là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer aussi des liens, des thèses, des choses qui auraient pu être publiées, que je puisse aussi en repartager, éventuellement en reparler en vidéo, et éventuellement pourquoi pas faire une vidéo en double vidéo avec quelqu'un qui cherche, qui s'intéresse du monde, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc je n'ai ouvert qu'une petite porte à nous, une petite porte vers un grand territoire culturel, artistique, qui ne demande qu'à être, découvert encore plus. Voilà. Merci Massilia, merci à tout le monde, à ceux qui sont tombés sur ce live par hasard, qui sont peut-être repartis, à ceux qui verront ce live en replay sur Twitch et sur YouTube, encore une fois. Je suis disponible avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Merci encore Massilia, bonnes vacances, rendez-vous demain pour demain 18h45, 19h, présentation d'un objet. Ce sera un casque de samouraï, casque que je n'ai pas, hein, moi personnellement là. Je veux juste remontrer le programme si ça vous intéresse. x.com Kogei-san. On va se mettre là. Merde. Tac. Voilà. Le programme. Demain midi, je ferai un point sur les sorties en France. Casque de samouraï. Je vais vous présenter un beau casque de samouraï qui avait été vendu aux enchères. C'est pas un casque que j'ai. Pourquoi ? Parce que c'est un casque d'une très grande famille de samouraïs. C'est une pièce magnifique. Donc c'est pas un objet que je vous présenterai, mais là que j'ai avec moi. Mais je veux absolument vous en parler. Et ça, c'est rendez-vous demain mercredi. Jeudi Tanuki peut-être à 19h parce qu'en fonction de ce que. Ah merci pour les commentaires. T'as vu, du moment que je touche pas le micro, tout va bien. Et puis on fera un focus sur 3 photographes coréens. Ça c'est le vendredi. Toujours sur des sessions de 45 minutes, 1 heure max de vidéo. Comme ça, je reste accessible et je vous bourre pas le crâne. Voilà. En tout cas, merci pour tes commentaires, merci pour ta présence aussi, Massilia. Et puis on continue. Et puis de toute façon, c'est assez étonnant parce que ces vidéos sont, je trouve qu'elles sont plus vues après sur YouTube en replay, donc tant mieux. Merci. Rendez-vous demain. Et puis écoute, bonnes vacances à toi. Je sais pas si tu seras là demain, en tout cas. Si t'es pas là, avec grand plaisir. Ce soir, il y aura du Diablo. C'est pas du Japon, mais ce soir, c'est du Diablo. Et voilà, je suis à fond dans Diablo. Allez, ciao. Super cool. Écoute, demain, passe une bonne soirée. Et merci encore pour ton soutien. Ciao, ciao.